Bonjour Jafar Hekel, vous êtes professeur d'épidémiologie, spécialiste des maladies infectieuses. Avec vous, on va parler du virus Ebola qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. D'abord, merci d'être présent ce matin dans la matinale de Medi 1 TV parce que vous allez à la fois nous éclairer et peut-être aussi essayer de nous rassurer. Alors, on l'a vu dans le journal et on a entendu notamment l'un des co-découvreurs de ce virus Ebola qui dit « Attention parce que ça peut être très dangereux ». Ça peut être très dangereux parce que la propagation peut être très rapide, surtout dans des zones extrêmement peuplées. Il ne faut pas attendre que la fièvre se déclenche et que les gens aillent dans les hôpitaux et autres dispensaires. Il faut faire du porte-à-porte pour essayer de détecter les cas le plus tôt possible. C'est ce que vous dites aussi. Oui, merci pour votre invitation. Oui, effectivement, professeur Jean-Jacques Mouembe, qui est un ami, qui est d'ailleurs membre de l'Académie africaine des sciences de la santé, dont le siège est à Dakhla. Donc, on se connaît bien, on a travaillé déjà ensemble. Effectivement, la situation aujourd'hui sur place est assez critique, eu égard à la transmissibilité, mais surtout eu égard à cette souche, que dans notre jargon, nous appelons la souche BVD, pour Bundi Bugyo, mais en fait c'est BVD, mais qui a déclenché de la part de l'OMS un niveau d'alerte. Vous savez qu'au niveau de l'OMS, il y a 6 niveaux d'alerte, et avec un niveau d'alerte assez important, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'urgence de santé publique de portée internationale. Ça veut dire qu'il y a une transmission importante du virus, ça touche plusieurs dizaines, voire des centaines de cas, et puis ça touche différents pays, voire des zones de l'OMS qui sont différentes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une inquiétude, sachant, je vous rappelle, Serachid, que c'est la 6e fois depuis 2009 que l'OMS déclare une urgence de santé publique de portée internationale. Il y a eu la grippe porcine, il y a eu, comme vous le savez, la polio, Ebola, Zika, et donc aujourd'hui, de nouveau, Ebola. Mais encore une fois, pour que l'on soit bien informé donc des choses, la riposte a été mise en place au niveau de la République démocratique du Congo, des pays avoisinants et les autres pays, par exemple le Maroc. Nous avons l'habitude de mettre en place les mesures donc de prévention. Le ministère de la Santé, de la Protection sociale a, au niveau du contrôle sanitaire aux frontières, les aéroports, les ports, au niveau du système de surveillance épidémiologique, toutes les mesures sont prêtes dans le cas où il y aurait des risques, ce qui n'est absolument pas le cas dans le contexte marocain aujourd'hui. Alors, ce n'est pas le cas dans le contexte marocain. Cela dit, le virus se propage petit à petit, certes, mais il se propage quand même. On sait que les Marocains voyagent, évidemment. Il y en a qui voyagent pour affaires dans certains pays d'Afrique subsaharienne. La République démocratique du Congo en fait partie. Qu'est-ce que vous pouvez dire ce matin pour que toutes les précautions soient prises afin que ces personnes puissent, disons, circuler en toute sécurité? Quelles sont les précautions à prendre? Alors tout à fait, bien sûr, il y a des mesures préventives. Il faut voir que les modalités, encore une fois, donc de transmission sont bien connues pour le virus Ebola. Également, la période d'incubation qui peut aller jusqu'à 3 semaines, mais en moyenne, elle est de 10 à 12 jours. Et il faut savoir que c'est une pathologie qui est extrêmement, j'allais dire, symptomatique. Ça veut dire qu'elle crée des symptômes importants. Il y a des hémorragies, une fièvre importante, des courbatures. C'est-à-dire, les personnes qui sont touchées et qui deviennent malades sont des personnes qui sont isolées, hospitalisées, prises en charge par les équipes médicales. En ce qui concerne les voyageurs, bien évidemment, quand vous allez dans une zone à risque, il y a des mesures, effectivement, donc d'être, entre guillemets, en distanciation physique. Il faut évidemment, mesures préventives obligent également le faire. Et on le sait aujourd'hui, si jamais vous voyagez dans des pays qui sont déclarés à risque pour Ebola, il y a des mesures de surveillance, il y a les périodes de surveillance épidémiologique et surtout, encore une fois, le Maroc a très bien fait les choses et le sait très très bien. Nous avons au niveau de tous nos postes frontières les équipes qui sont formées pour faire l'enquête épidémiologique et pour faire les surveillances nécessaires.
Oui, alors voilà, on va s'arrêter là pour pas affoler les gens parce que il faut quand même se dire que même si l'alerte est de niveau international ou de portée internationale, pour reprendre les termes de l'Organisation mondiale de la santé, elle reste quand même relativement sectorisée, hein. C'est-à-dire la République démocratique du Congo, il y a eu aussi un cas au Ghana, il y a le Rwanda qui a décidé de fermer sa frontière, ou l'Ouganda plutôt qui a décidé l'Ouganda qui a décidé de fermer sa frontière. Mais cela dit, et parce que vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure, les pays voisins sont évidemment en alerte, mais parmi les voisins, il y a le Soudan du Sud. Et alors, est-ce que c'est pas particulièrement inquiétant lorsqu'on sait qu'il y a énormément de réfugiés qui fuient la guerre eux aussi et qui vivent dans des conditions sanitaires très très compliquées? Oui, vous avez parfaitement raison. Ça accentue malheureusement les situations de conflit, les situations de densité populationnelle, les situations des fois climatiques rigoureuses accentue la vulnérabilité des populations, et vous avez bien raison de le dire, les expose un peu plus, surtout lorsqu'il y a des déplacements, des flux populationnels, et en raison de ces déplacements, la probabilité de transmission de ce virus, parce que là, l'enjeu toujours, encore une fois, pour tous les virus, ce n'est pas le côté zoonotique, c'est-à-dire la transmission de l'animal à l'homme, mais l'enjeu pour nous en tant qu'épidémiologistes ou infectiologues, ce sont des enjeux de transmission interhumaine et qui risquent de faire diffuser des virus ou d'autres, j'allais dire donc germes, et créant donc des pandémies. Aujourd'hui, vous avez bien raison de le dire, c'est assez localisé dans une région donc de l'Afrique. Si les mesures de contrôle et de riposte, et je peux vous assurer pour ayant beaucoup de contacts avec mon ami professeur Mouyembe, je peux vous dire que les mesures sont prises par les autorités de la République démocratique du Congo et les autres pays avoisinants. La vigilance et la prudence est de mise par principe donc de précaution. Mais aujourd'hui, même si elle est alerte et l'OMS le fait dans le principe donc de prudence, aujourd'hui, il n'y a pas, encore une fois, de situation dramatique au niveau mondial, mais c'est une situation extrêmement inquiétante, et effectivement, au niveau local, parce qu'il y a des décès, parce qu'il y a beaucoup de cas aujourd'hui qui sont déclarés au niveau de cette zone. Oui. Dans quel cas, justement, il faudrait, disons, s'inquiéter davantage? Est-ce que ce serait parce que les rebelles qui, malheureusement, agissent en République démocratique du Congo, la FCM 23, pour ne pas la citer, est-ce que est-ce qu'ils sont capables de gérer eux aussi cette situation? Parce qu'il y a eu un cas, notamment à Goma, Goma qui est contrôlé par les rebelles. Écoutez, ce sont des situations dramatiques sur le plan humain. Moi, je ne peux pas me prononcer sur le plan de la guerre ou sur le plan politique. Je me prononce sur le plan santé publique et épidémiologie. Oui, vous avez raison, il y a des risques lorsqu'il y a des conflits ou des situations de déplacement populationnel. Et c'est pour ça, encore une fois, les mesures de riposte les plus sévères doivent être mises en place en matière de contrôle donc des réservoirs. Et encore une fois, c'est le réservoir animal, et également isoler les personnes qui sont infectées, parce que l'enjeu de l'Ebola, c'est que les personnes qui sont infectées peuvent le transmettre avec une rapidité importante à d'autres personnes. D'ailleurs, vous savez, il y a trois choses qu'il faut toujours retenir dans les risques de pandémie. C'est la capacité de transmission, la dangerosité donc de la pathologie et notre capacité de gérer les crises, aussi bien sur le plan médicamenteux, vaccinal, mais également sur le plan des mesures donc de prévention et de contrôle donc de la diffusion. Et Oui. c'est ça l'enjeu majeur. Effectivement, vous avez raison, les situations de conflit ne facilitent pas les choses pour les spécialistes de santé publique et les épidémiologistes. Oui, alors vous avez prononcé le mot presque magique, c'est-à-dire le traitement qu'il peut y avoir pour ce genre de virus. Le variant que vous avez évoqué tout à l'heure, on nous dit qu'il n'y a pas de vaccin. Donc comment est-ce qu'on peut traiter un malade, quelqu'un qui aurait contracté le virus Ebola, sachant qu'il ne peut pas être vacciné? Oui, vous avez parfaitement raison. Dans cette souche qu'on appelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le BVD, c'est une souche aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement curatif connu, il n'y a
que du traitement symptomatique dans les mesures donc de réanimation, de soins intensifs ou d'autres mesures que connaissent les médecins. Et c'est pour ça, encore une fois, et ça va vous paraître paradoxal, le meilleur traitement dans ces situations de souche où il n'y a pas de vaccin ou de traitement, ce sont les mesures préventives, c'est-à-dire rompre la chaîne de transmission du virus par contrôler le réservoir, contrôler la transmissibilité et isoler les patients pour qu'ils ne puissent pas diffuser puisque nous n'avons pas ni traitement ni vaccin. Donc, pour être très très clair, dans une situation comme ça, le meilleur traitement, c'est rompre la chaîne de transmission et les mesures préventives à l'échelle nationale, bien évidemment. Oui, éviter la propagation, mais lorsque une personne présente les symptômes du virus Ebola, en fait, il y a rien à faire. Oui, en fait, ce sont des mesures de prise en charge symptomatique, c'est-à-dire que les spécialistes en maladies infectieuses, en réanimation, en soins intensifs, vont essayer de parer à l'urgence pour sauver la vie des patients. Malheureusement, comme vous le savez, dans le cas d'Ebola, nous avons une létalité et non pas une mortalité. Il faut bien faire la différence. Nous avons une létalité qui est élevée, qui des fois peut atteindre 50, 60%, voire plus dans certaines situations. Et c'est ça l'enjeu majeur. Alors que la létalité n'est pas de 100%, mais elle est quand même extrêmement importante. Et nous n'avons entre nos mains que le symptomatique pour gérer donc l'urgence vitale, mais malheureusement l'absence donc de traitement curatif ou de vaccin pour la prévention n'existe pas, j'entends bien, pour la souche BVD. Professeur Heikel, quels sont les symptômes? Parce qu'on parle de fièvre hémorragique, mais concrètement, quels sont les symptômes? D'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de fièvre hémorragique. Nous le connaissons en maladies infectieuses, en épidémiologie. C'est une des fièvres hémorragiques, malheureusement les plus dramatiques et les plus dangereuses. Et le premier symptôme, ce sont des saignements importants parce que le virus va fragiliser les parois endothéliales de nos vaisseaux et malheureusement, il va y avoir une diffusion, donc j'allais dire, donc du sang, une perméabilité de nos vaisseaux et les personnes vont saigner et c'est assez impressionnant. Ils peuvent saigner au niveau... Oui. Voilà, saigner par le nez, par les yeux. Par les Bien oreilles. sûr, par les yeux, mais également sur le plan digestif. Et c'est extrêmement impressionnant, ce qu'on appelle une fièvre hémorragique, parce qu'il y a de la fièvre, il y a il y a des symptômes grippaux, comme si c'était une grippe, mais avec des hémorragies importantes. Et ces hémorragies, vous le comprenez aisément, vont créer des insuffisances avec des risques, donc bien entendu, cardiovasculaires, respiratoires, des risques rénaux, des risques hépatiques, et qui, eux, vont engendrer le pronostic vital des patients. Et c'est ça l'enjeu, pourquoi on l'appelle une fièvre hémorragique. Oui, mais il n'y a pas que l'hémorragie, il y a d'autres symptômes qui sont également présents. J'allais vous poser la question, parce qu'il n'y a pas que ceux que vous venez de décrire, il y en a d'autres. Oui, tout à fait. Ce sont des courbatures, des fièvres, des signes respiratoires, des signes cardiovasculaires, des signes hépatiques, des fois des signes d'insuffisance rénale. Et il faut bien comprendre, encore une fois, que dès que le patient est symptomatique, sa probabilité donc de transmettre le virus est encore beaucoup plus importante. Et c'est pour ça que parmi les mesures, je vous ai dit de contrôler, c'est évidemment contrôler le réservoir, qui est un réservoir animal, mais également isoler donc les patients qui sont malades ou qui présentent les premiers donc symptômes pour éviter qu'ils ne transmettent à d'autres personnes de façon directe ou indirecte. Alors, vous l'avez vous-même dit, le réservoir, il est animal. C'est-à-dire que le virus habite chez certains animaux. Est-ce qu'il faut procéder, par exemple, à un abattage massif pour endiguer ce réservoir, ou alors est-ce qu'il faut, là aussi, essayer d'avancer avec discernement ? Écoutez, je pense qu'il faut beaucoup de discernement, il faut de la sagesse, il faut de la sérénité. Encore une fois, rapidité ne veut pas dire précipitation. Ce réservoir, malheureusement, et on ne connaît pas toujours tous les réservoirs. Et plus dans cette situation, il y a ce qu'on appelle des hôtes intermédiaires, c'est-à-dire il peut y avoir de la chauve-souris vers des animaux domestiques qui sont connus, qui peuvent être le porc, qui peuvent être d'autres animaux, disons, qui sont apprivoisés. Et c'est malheureusement le contact avec les déjections et les liquides biologiques de ces animaux, voire la consommation de produits, de protéines animales, si je peux ainsi m'exprimer, qui sont dangereuses, voire dans certaines situations, certains rites funéraires
peuvent exposer malheureusement donc les patients, les patients ou les familles à la diffusion donc de ce virus. Donc l'abattage massif n'est pas possible, bien évidemment, mais par contre les mesures donc de contrôle et surtout le fait de ne pas être exposé aux déjections et aux liquides biologiques donc de l'hôte intermédiaire, qui est la meilleure mesure. Évidemment, cela se fait en coordination avec les autorités sanitaires donc, de chaque pays et il y a différentes phases donc, de la riposte. Et aujourd'hui, c'est bien mis, c'est bien codifié dans l'ensemble des pays, y compris dans le Maroc. Mais encore une fois, j'insiste, il n'y a pas, à l'heure où je vous parle, de moindre risque existant dans le contexte donc, de notre pays. La surveillance est là, elle est active, elle est alerte, elle est vigilante, mais bien évidemment, il y a une inquiétude au niveau de cette zone africaine et nous avons une pensée pour ces pays, mais je crois que la situation, si, encore une fois, les mesures de riposte sont bien mises en place, pourra contrôler la situation. En tout cas, je l'espère de tout cœur le plus rapidement possible. Et on l'espère aussi. Un mot de la coopération internationale, éventuellement, elle pourrait être déclenchée? Oui, tout à fait. Encore une fois, quand vous arrivez à la phase 6 de ce qu'on appelle l'urgence de santé publique de portée internationale, et le mot porte, si je peux ainsi m'exprimer sans jeu de mots, porte son nom, la coopération internationale est fondamentale parce que ça permet d'abord d'avoir de la donnée et le CDC Africa collecte des données, comme dans tous les pays, pour voir où sont les tendances, quels sont le nombre de nouveaux cas, est-ce qu'il y a des nouveaux symptômes, est-ce qu'il y a une transmissibilité nouvelle, est-ce que la pathogénicité, la dangerosité a changé, est-ce que ce virus échappe aux mesures thérapeutiques ou à un vaccin éventuel. Et c'est ce qui nous a permis de voir, c'est cette coopération internationale qui a permis de voir que c'est une nouvelle souche. D'ailleurs, professeur Mouembe est un spécialiste dans ce domaine. C'est une nouvelle souche à laquelle il va falloir qu'on s'adapte en matière donc de riposte, c'est-à-dire trouver le médicament, trouver le vaccin, mieux connaître sa transmissibilité et mieux connaître sa pathogénicité, c'est-à-dire sa dangerosité, d'où l'intérêt de coopérer sur le plan international, parce que vous le savez, c'est Rachid, la santé est un bien commun et ce n'est pas quelque chose qui est localisé, c'est à l'échelle internationale et il faut qu'on y travaille de façon conjointe. Merci beaucoup Jafar Heikel d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Média TV. Vous serez toujours le bienvenu. Vos explications étaient très claires. Je rappelle que vous êtes professeur d'épidémiologie et spécialiste des maladies infectieuses. Merci encore. Excellente journée. Très bonne semaine aussi